Si je peux raconter seulement une anecdote, tout le monde connaît les Wiener Philharmoniker, qui est un des orchestres les plus fantastiques au monde. Et Carlos Kleiber avait exigé d'avoir pour Chevalier à la Rose que les musiciens, je m'empresse de dire, jouent par cœur dans la fosse, avait exigé 28 répétitions. Évidemment, le Philharmonique de Vienne dit non, c'est pas possible, on le connaît trop, qu'est-ce qu'on va faire de 28 répétitions? Il dit c'est pas grave, à ce moment-là je ne le dirige pas. Ils ont donc donné 28 répétitions. La remarque d'un des musiciens à la fin des répétitions a été si on avait eu quelques répétitions de plus, ça aurait été vraiment parfait. Parce que quand on connaît très très bien une œuvre et qu'on la mature, qu'on la bonifie et qu'on la reprend, on la remet à l'ouvrage sur le métier, comme Flaubert qui réécrivait 20 fois la même page pour l'affiner encore, alors cela prend une autre dimension. Et on a affaire aussi à Carlos Kleiber, il ne faut pas l'oublier. Nous avons un programme très important à faire. Ces 4 œuvres de Massenet qui sont totalement inconnues, jamais plus jouées depuis la fin du XIXe siècle ou du début du XXe pour Bacchus, et qui donc ne sont pas du tout dans les oreilles. C'est un ballet en somme, c'est une création de danse, oui. Une recréation de musique. C'est un travail qui a été fait à partir de 2 petites œuvres qui n'avaient pas de grandes ambitions à l'origine, des œuvres pour piano à 4 mains. Que Massenet avait un peu composé pour sa famille. Oui, absolument, presque à usage privé, la chanson d'Arlequin et Scène de bal. Et à partir duquel un compositeur qui est Jean-Christophe Marty a imaginé une orchestration pour rendre le travail un peu moins rébarbatif puisqu'il s'agissait d'intéresser de jeunes spectateurs et sur lequel une chorégraphie est en train de se créer. Et alors ce spectacle-là, entre autres, il faut y aller en famille puisque je crois que oui, à partir de 8 ans. Vous attendez les enfants, voilà, à partir de 7-8 ans. Si l'on en croit, et on n'a pas de raison de ne pas le croire, le programmateur Jean-Christophe Hubert, on peut y aller très petit. C'est à la fois entre le mariage et le deal d'idées, mais après, aucune partie n'appartient à l'un ou à l'autre. C'était des propositions que l'on s'est faites. Olivier m'a fait une proposition sur, par exemple, un rock. Après, j'ai dit oui, ça serait une bonne idée. Et en fin de compte, toutes les idées qui se sont développées au fur et à mesure de l'un ou de l'autre correspondaient soit à Olivier, soit me correspondaient à moi. Il y a peut-être 2 chorégraphes, mais il y a une seule pièce et une seule œuvre. La partition est très reconnaissable et ça reste du Massenet. Et ça, c'est très important. On n'avait pas envie d'en faire autre chose, de le bousculer dans tous les sens. Non, on a vraiment eu, avec le temps, l'envie de revenir à Massenet. On est très contents. On a vraiment choisi les morceaux que l'on voulait. Mais n'oublions pas une chose, la musique n'est qu'accompagnement d'une pièce. Un dernier petit mot, il y a aussi beaucoup de colloques et de conférences qui sont organisées en effet, pour mieux situer Massenet dans son époque. Je tiens beaucoup à ce que le travail que nous faisons dans le domaine de la création ne se détache pas, ne s'éloigne pas aussi d'un travail plus rigoureux, plus austère, c'est vrai, je dirais
plus scientifique que nous réalisons en collaboration avec l'Université de Saint-Étienne. Il n'a échappé à personne que 2005, c'est le centenaire d'une célèbre loi très controversée, qui est la loi de la séparation de l'Église et de l'État, que cet aspect de l'évolution de notre société est présent dans le jongleur de Notre-Dame, et que le thème du colloque, c'est religion et politique, ou politique et religion plus exactement, sous la Troisième République. Parallèlement, la musique française à caractère religieux, qu'elle soit liturgique ou opératique, suit l'évolution des pratiques cultuelles en revêtant un caractère de plus en plus sensuel. Chez Massenet, comme vous le savez, cette musique se trouve imbibée d'un mysticisme confondant souvent avec érotisme. Plébiscitée, elle n'en sera pas moins jugée décadente. Ce mélange mystico-érotique est le même que celui que Michelet et ses successeurs trouvaient dans les relations ambiguës entre prêtres et dévotes. Et de la même façon que l'Église et le comportement de ses prêtres est remis en question, Renan réexamine l'infaillibilité des pères de l'Église, affirmant que les évangélistes ont souvent mal compris Jésus et trahi sa parole. Selon Saint-Saëns, Massenet trouva l'expression exacte pour rendre des sentiments d'une extrême délicatesse où l'amour de Jésus et de Marie-Madeleine conserve toute son idéale pureté. Pour Camille Ballec, ce chef-d'œuvre de Massenet, œuvre non pas de foi, mais de poésie, de respect et d'amour, montre dans son expression musicale un équilibre irréprochable et un tact parfait. Seul le moment le plus sensible, le climax du duo entre Jésus et Maryam au deuxième acte, et je cite, accentue avec quelque passion la pieuse causerie. Il fait une Marie-Madeleine charnelle, amoureuse du Christ, donc évidemment ça faisait un petit peu scandale à l'époque. Et déjà, Louis Gallet, qui est l'auteur du livret, a fait sortir cette notion d'amour entre Marie-Madeleine et le Christ. Avec Thaïs et sa méditation, Massenet semble être allé aussi loin que possible dans sa veine sensuelle de la musique religieuse. Son langage musical dans les opéras postérieurs est plus sage et, comme dans Le Jongleur de Notre-Dame, s'inspire d'un retour aux traditions musicales françaises, Renaissance et baroque, de la dernière décennie du XIXe siècle. À l'aube du XXe siècle, l'expression religieuse d'un Massenet sexagénaire se retrouvera dans le recueillement et la simplicité d'un jongleur. Merci. Tous les compositeurs de l'art dramatique de ce temps n'ont pas fait vraiment l'objet d'études approfondies, et du moins d'études scientifiques rigoureuses, un petit peu comme on l'a pu le faire pour Verdi ou Wagner, parce qu'on considérait pendant très longtemps que c'était des musiciens pas intéressants et qui ne méritaient pas qu'on s'y intéresse, tout simplement. Et notamment en France, les Français ayant un rapport assez difficile avec leur musique, un rapport presque conflictuel, je dirais, un peu étonnant, mais qui fait que effectivement, on s'y intéresse peu. Et donc cette année, étant donné qu'on montait le jongleur de Notre-Dame avec Marie-Madeleine, le sujet s'est tout naturellement imposé d'étudier la dimension religieuse d'un opéra, surtout dans une période qui va avoir des bouleversements très importants sur le plan social, avec notamment la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Nous avons choisi les poèmes d'avril, les poèmes d'octobre et les expressions lyriques qui sont un mélange de parler et chanter. Il ne faut pas couvrir cette voix parlée et en même temps l'écriture de Massenet a vraiment mis des contre-chants au piano quand le chanteur parle, la chanteuse en l'occurrence. Et donc c'est vraiment tout à l'écoute, quoi.
Un arrangement, c'est pas forcément la musique, d'accord, elle vient de l'intérieur, mais là, l'arrangement, c'est différent. En fait, on prend la partition d'orchestre ou la partition de piano, et on remet chaque partie à chaque instrument selon sa tessiture. Et je crois qu'on peut rajouter pour cet arrangement qu'en fait, à la base, c'est écrit pour la harpe. Donc, comme nous sommes aussi des instruments à cordes, il était assez, je pense, simple de pouvoir retranscrire et retraduire cette partie de harpe pour les instruments contrebasse, alto. On joue sans archer, ça permet en fait souvent d'alléger le timbre d'un instrument et de donner un effet sonore en fait voulu. Et ça c'est vraiment la reprise de la partie de l'art. Ouais. Voilà, c'est pour rappeler. Ça demande beaucoup de précision évidemment d'être ensemble pour les pises et en même temps d'être très ensemble, très précis, et en même temps d'avoir assez de souplesse pour permettre à Karen d'évoluer autour de tout ça. Mais très bien accompagné, c'est une chose difficile aussi. Il ne faut pas croire que ce n'est qu'un soutien. Hein. C'est quelque chose vraiment. Non, c'est plus qu'un soutien, moi je voilà, dirais. C'est une atmosphère. Nous, on l'accompagne. Donc en fait, elle a son idée, elle nous dit ce qu'elle veut faire, et nous, par rapport à ça, on la suit, on va dire. Donc nous, on y met de nous-mêmes, bien sûr. On y met, bien sûr, d'un accord commun, mais à la fois, c'est quand même elle qui a le solo. On est là avec elle, quoi. Voilà, on l'accompagne. Ma partie, en fait, c'est une tessiture différente des parties de violon et des parties de basse. Moi, j'ai vraiment un rôle intermédiaire en fait entre les deux tessitures. Ma partie de second violon, là, dans ce morceau-là, en l'occurrence, c'est vraiment de l'accompagnement et du soutien. On est avec la partie de solo de Karen, avec le chant de la méditation. C'est pas parce qu'on accompagne qu'on n'y met pas notre cœur. Voilà, hein. c'est vraiment... Au contraire, on est à 100% avec elle, donc on y met tout notre cœur et toute notre âme. Je ne saurais pas vous dire si c'est deux thèmes qui sont récurrents dans l'œuvre de Massenet, mais ce sont deux morceaux qui sont dans les derniers qu'il a écrits. En fait, ça date de 1901 et ce sont des morceaux déjà presque de la musique moderne. Autant on a l'image de Massenet, la méditation de Thaïs, enfin, les opéras qui sont vraiment ancrés dans le romantisme. Autant ces morceaux annoncent déjà la musique du XXe siècle. Et c'est un peu comme dans un rêve, les papillons noirs. Tandis que les papillons blancs, on peut presque imaginer une écriture qui est un peu comme dans les jeux d'eau de Ravel, très solaire, très lumineuse, avec beaucoup d'arpèges. Donc c'est quelque chose de très fluide et très coulant. Et j'espère que le public entendra ça.
Le nonette avant est un ensemble typique de la musique française de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui vient directement d'une tradition qui elle est plus ancienne, mais plutôt germanique à la base, à savoir l'octuor avant. Il n'y avait à l'origine donc dans cet ensemble pas de flûte. Et la flûte a été rajoutée notamment pour la musique française de la génération justement Massenet. Nous constituons ici un nonette avant. Un nonette avant, c'est un ensemble, comme son nom l'indique, de 9 musiciens qui jouent d'un instrument avant. À savoir une flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons. Alors, le Gaulois, c'est Théodore Gouvy, donc avec sa petite suite, qui a un petit côté, je dirais, provençal ou même auvergnat, comme un peu l'Arlésienne de Bizet. C'est un petit peu cette mouvance nationaliste qu'il y avait en France et dans tous les pays d'Europe à la fin du 19e siècle. Je rappelle qu'il y avait le grand compositeur Camille Saint-Saëns qui avait créé la Société nationale de musique française en 1871, je crois, à la suite de laquelle Paul Taffanel, le grand flûtiste, avait créé la Société nationale d'instruments avant. Ces musiques participent à un effort de transcription et d'adaptation dans la musique dite savante de musique populaire folklorique française. Donc le mouvement illustre parfaitement mon propos puisqu'il s'agit de tambourin. Je suis dans une famille complètement amusicale. J'ai commencé à 5 années. L'envie de pratiquer m'est venue par moi-même et j'ai eu aussi de la chance d'avoir des très bons professeurs. C'est un morceau très calme, très poétique, comment dire. Oui, ça fait rêver. Si c'est une musique calme, on rêve, on s'approfond dans les qualités sonoriques. Peut-être un peu comme la personnalité de Massenet lui-même, que j'ai connu plutôt par les lunettes de son élève Georges Enesco. Il y a des scènes dans les célèbres entretiens entre Enesco et Bernard Gavotti où Enesco évoque le souvenir de son professeur Massenet. Et il parle de Massenet dans une façon très très gentille et il a gardé un souvenir très chaleureux pendant toute sa vie de Massenet. Au début, on ne se connaissait pas du tout, simplement, on s'est rencontrés comme ça, par hasard, au conservatoire. Puis au fur et à mesure, on a appris à se connaître, puis maintenant, je peux dire qu'on s'apprécie et qu'on... En tout cas pour moi, je trouve que j'ai de la chance de les connaître et de jouer la musique avec. C'est vrai qu'il a beaucoup de chance. Non, c'est vrai que c'est une expérience qu'on vit depuis donc, presque plus de 7 ans maintenant. On se construit une expérience commune qui est extraordinaire. On peut dire que c'est une vie de couple à 3 presque. Peut-être pas quand même. En tout cas, on se voit quand même très très souvent. C'est une mélodie qui est tirée du 7e volume des mélodies de Massenet et qui à la base se joue donc, pour voix et piano et qu'on a arrangé pour trio avec violon, violoncelle et piano. Et même lui, il s'est ménagé même une petite cadence au début pour introduire le trio. Voilà. Oui, c'est exact. Voilà, un petit cadeau qui s'est fait un peu à la manière de ce que Liszt pouvait faire quand il a arrangé certaines œuvres de Wagner.
Pour le violon, c'est toujours la même chose, c'est le lyrisme, le son. Faut essayer d'être vocal un peu, puisque c'est tiré de mélodies. Se rapprocher de la voix, mais pour autant garder son identité. Puisque le but d'une transcription, c'est aussi d'apporter quelque chose en plus. Si on fait exactement la même chose qu'à la voix, autant le faire à la voix. C'est la même chose, c'est juste essayer de garder le lyrisme, mais en adaptant avec l'archet et les cordes. Et voilà. Faut les jouer. Vas-y, chante par exemple. Et après, alors, si je chante, ça ferait ah comme ça, alors que là, c'est beaucoup plus beau. Etc. C'est un travail quotidien, donc Thierry nous donne quand même des clés un petit peu pour entrer dans le personnage. Mais après, c'est à nous aussi d'essayer de le faire correspondre avec un petit peu ce qu'on est nous-mêmes. Donc j'essaie un maximum de rendre cette fourmi le plus crédible possible. C'est pas spécialement un costume qui va nous rappeler une fourmi, peut-être comme ça à premier abord, mais c'est vrai que c'est un costume qui va m'aider à me plonger dans un personnage assez particulier. C'est pas les plus confortables, mais c'est un costume qui est quand même assez sympa à porter. Il y a la difficulté du travail. Notre travail quotidien est un travail avec la bande, donc on travaille avec une musique enregistrée, on a nos repères, on a nos habitudes. Donc forcément en arrivant ici en 3 jours, de se plonger pour nous et aussi pour les musiciens, pour le chef d'orchestre, c'est pas évident. Aujourd'hui, danser avec un orchestre, c'est un luxe absolument incroyable. C'est-à-dire, c'est une chose qui ne se fait plus. Après, c'est vrai qu'il y a des difficultés parce qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire, bon, le chef est une personne vivante, les musiciens aussi. Ils sont dans la fosse, en face, il y a des danseurs vivants. Donc finalement, tout le monde n'a pas forcément la même humeur. Donc il n'y a pas la régularité qu'on peut avoir avec un CD. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse du spectacle. Pour moi, quand j'ai découvert cette cigale de Massenet, il y avait la fable, il y avait la musique de Massenet et puis tout l'esprit qu'elle porte. Un sentiment un peu de désuétude, de passéiste. Et en fait, tout le travail de la chorégraphie, c'était finalement de rendre actuel ce ballet qui n'a pas été donné en fait depuis 100 ans au moment où je l'ai repris. C'est vrai que le livret est très anecdotique, c'est-à-dire que le premier acte, Cigale, elle est en train de faire la cuisine dans sa cuisine, elle fait un gâteau qu'elle donne. En fait, c'est quelqu'un qui donne toujours tout. Et donc finalement, le livret supposait un intérieur avec une salle à manger, une chambre à coucher, des choses comme ça. Alors, au début, ça m'a fait un peu peur. Donc, puis je me suis aperçu que finalement, elle ne faisait que donner des choses. Et donc je m'en suis tenu aux cigales, aux insectes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des petites particules de choses. Et je me suis dit, si on les illustre par ces boules qui sont à la fois donc, de l'argent, un objet, qui sont une donnée d'échange, puis qui à la fois sont là comme pour représenter le cœur. En fait, Cigale est un être généreux, donc elle donne tout jusqu'à son cœur quand elle meurt. Et en fait, quand on relit un ballet, c'est d'essayer de synthétiser, de retrouver l'essence du ballet pour le présenter aujourd'hui. Minutieux, oui, je pense qu'il faut l'être, et que chaque détail
est très très important, et c'est le détail qui fait la qualité du costume sur scène. Même si on voit le costume de loin, si le petit détail n'y est pas, ça n'aura pas du tout le même impact sur l'œil, on va dire. Je pense être un petit peu plus peintre que couturier, pourrait se servir de simples croquis rapides, et que, bien, en ce qui concerne mon travail, mon grand plaisir, c'est de peindre, peut-être pas comme des peintures, comme des toiles, mais de peindre le plus précisément possible, et chaque costume, chaque ambiance, en mettant le personnage en scène. C'était assez difficile de traiter le personnage de Jean sans tomber dans l'image que l'on a, le côté un peu violet-le-duc, décoratif un peu violet-le-duc du 19e, et pourtant j'avais très envie d'un peu de couleur. Donc c'est pour ça que ce jongleur, par rapport à toute une foule boueuse et terreuse, ce jongleur un peu se détache du fond, grâce notamment à son bras droit, c'est le droit, qui est assez volumineux et rouge. On voit pratiquement ce bras sur scène, c'est ce qui lui donne une petite touche, et surtout quand il le tend vers les cieux à la fin du spectacle. Voilà, c'est le seul petit détail qui fait que ce jongleur est un jongleur. Je crois que l'idée de miracle ici renvoie encore une fois au Moyen-Âge et au miracle qu'on montait sur les marchés, devant les cathédrales et ces spectacles populaires de cette époque. Tout simplement, je crois que c'est une nouvelle référence à cette époque. Le côté religieux du jongleur, bien sûr, il s'exprime par le livret, bien évidemment, mais au niveau musical, il s'exprime par des emprunts à des thèmes liturgiques, des enchaînements, si vous voulez, qui rappelle la modalité grégorienne ou la modalité de l'époque du Moyen-Âge. Parce que la distinction entre musique du Moyen-Âge religieuse et musique du Moyen-Âge profane est à faire dans cet ouvrage. C'est un opéra vraiment très court, qui est sur, vous savez, au Moyen-Âge, il y avait les miracles qu'on donnait sur les parvis des cathédrales, qui racontaient la vie des saints. Donc c'est ça, c'est la vie d'un de ces personnages saisis par la grâce. L'histoire est très simple. En 2 mots, c'est un personnage très naïf qui ne sait que jongler et chanter des chansons paillardes. Et puis qui est un jour, pour manger, qui décide d'entrer dans un monastère, mais pour des raisons bassement matérielles, pour manger. Voilà. Et puis dans ce monastère, sa vie change parce qu'il découvre des choses, évidemment, qu'il n'avait pas soupçonnées autour de la foi, de la béatitude, etc. Mais il ne sait toujours pas ni lire le latin, ni chanter, ni quoi que ce soit. Et un jour, il décide de jongler devant une statue de la Vierge pour la remercier d'avoir changé sa vie. Et tous les moines se moquent de lui, mais la statue bouge, il y a un miracle. Et là, les gens, c'est non pas lui est changé par son expérience, mais il change autour de lui toute la congrégation des moines, parce que les gens voient que finalement, le petit canard noir qu'il montrait depuis le début de l'opéra comme étant celui qui ne faisait pas partie du groupe, est le seul à... direct avec exactement, le ciel. Ouais. J'aime beaucoup la sauge justement parce qu'on sait quand même faire pas mal de nuances, on sait faire beaucoup d'interprétations dans cet air. Il est quand même pas si simple à interpréter. Bon, là ça demande quand même un peu de technique, je pense, parce qu'ici j'emploie la voix différemment par rapport à d'autres peut-être. D'autres le chanteront avec une voix pleine, tandis que moi je chante beaucoup plus en nuances et en demi-teinte. You know, it was very interesting because I've always had a very special relationship with sage, Soj. They believe that the sage is the most sacred of the plants because it carries with it purification, and oftentimes they will dry and burn sage to rid a space of negative energy.
in general, I think oftentimes opera stage directors ask far too little of artists, because I think opera artists nowadays are so overly concerned with the voice that they refuse to do anything that requires physical effort. And, you know, I think that theater is often put second in opera, and opera is a marriage between theater and singing. So I think the more a stage director asks me to do, I feel more fulfilled as an artist theatrically. I think that story is about looking with your heart and not with your eyes.